L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler de France Bleu Isère qui a connu une semaine mouvementée, de l'aménagement de l'A480 qui ne fait pas l'unanimité et d'une BD réalisée par un jeune auteur grenoblois. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Gwenaël Manac, bonjour. Bonjour. Auteur et illustrateur de cette BD, La Cendre et le Trognon, dont on parlera tout à l'heure. En face de vous, Samuel Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes scientifique, vous dirigez le Centre d'études de la neige et vous êtes l'initiateur d'une tribune publiée il y a quelques jours contre le projet d'élargissement de l'A480. À côté de vous, Serge Bouissy, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes opposé à ce projet. Vous habitez Grenoble et vous faites partie des 4 Grenoblois qui ont posé un recours devant le tribunal administratif. Et puis, dernier invité de cette émission, mon confrère, mon collègue Jean-Loup Philippe. Bonjour Jean-Loup. Bonjour Thibault. Directeur de France Bleu Isère. Alors votre radio, on le sait tous, fait la une de l'actualité cette semaine. Bien malgré vous, j'imagine, après un incendie volontaire qui a détruit une partie des locaux dans la nuit de dimanche à lundi. On voit d'ailleurs quelques images des dégâts causés par cet incendie. Avec quelques jours de recul, vous avez pu évaluer précisément l'ampleur des dégâts ? C'est très simple, la radio est inutilisable pendant de longs mois. La radio que vous voyez en image n'est absolument plus fonctionnelle, mais il suffit de regarder les images. On a répondu à beaucoup d'interviews radio, parce que la radio, c'est d'abord notre métier. Et en venant chez vous, je m'aperçois qu'il suffit de regarder les images. Ouais, c'est vrai qu'elle parle d'elle-même. Voilà, là, on est dans la salle de rédaction, on a vu tout à l'heure les studios. Là, c'est la salle de rédaction. On a vu les studios. Alors, la France Bleu Isère, ce sont 2 étages, 3 niveaux. Le rez-de-chaussée, salle de rédaction, l'animation, l'accueil et le studio de diffusion principal. C'est là où tout a brûlé. Il reste quasiment plus rien, à part quelques bureaux, mais vraiment inutilisables. Et puis, au premier et au deuxième, l'administration. Et là, ce sont les fumées qui ont tout détruit. Alors, c'est un incendie qui a généré une vague de soutien importante jusqu'au ministère parisien qui se sont émus de votre situation. Oui, ça nous a effectivement très touchés parce que très très vite, cette information a dépassé les frontières de Grenoble, les frontières de l'Isère, parce que c'est un média qui est touché. Et en cette période, ça veut peut-être dire beaucoup de choses. Et donc très très vite, effectivement, cet événement isérois est devenu un événement national avec tous les retours qu'on a pu avoir. Et ce qui nous a touchés tous, je parle au nom de mon équipe, toute l'équipe de France Bleu Isère, c'est les retours de sympathie et les soutiens de tous bords, de tous horizons, vraiment. Et ça continue encore aujourd'hui, quelques jours après. Un des points positifs de cette histoire, c'est qu'on s'est rendu compte, pour ceux qui n'avaient peut-être pas conscience de l'importance de ce média dans le paysage local grenoblois. Vous le disiez, c'est un incendie qui intervient dans un climat un petit peu particulier, climat d'hostilité par rapport aux médias de façon générale. Le lendemain de cet incendie, un émetteur de radio et de TV situé à Jarry, c'est celui qu'on voit sur ces images, a été vandalisé et incendié. On peut imaginer qu'il y a un lien entre ces 2 actions. En tout cas, ça fait partie des hypothèses. Vous aviez eu, vous, des menaces, des signaux qui pouvaient vous inquiéter avant votre incendie ? Aucun, non, très sincèrement aucun. Les journalistes de France Bleu Isère couvrent l'actualité iséroise et quand elle est nationale, elle est sociale, l'actualité depuis plusieurs mois, comme vous le savez. Et on avait eu, on ne pensait pas que ça puisse nous arriver. On pensait qu'un jour, il pouvait y avoir quelque chose, mais comme n'importe quel média ou n'importe quel accident. Mais ça, non, on ne l'attendait pas, évidemment. Alors, il y a eu une forme de revendication de ces 2 incendies successifs. Beaucoup font couler l'encre à propos des médias pour les critiquer. Peu font couler l'essence dans leurs locaux pour les incendies. À cela, on remédie. Un petit extrait de cette revendication qui a été publié sur un site anarchiste classé à l'extrême gauche. Vous pensez que c'est cette piste-là qui peut être la bonne ? Ça me permettrait de ne pas apporter de commentaires personnels. Je me base simplement sur ce qu'a dit monsieur le procureur de la République. C'est que pour l'instant, il a été prudent. Il a été très prudent, donc vous me permettrez d'être prudent aussi. Je crois qu'il y a une enquête, évidemment, qui est en cours, qui risque d'être un peu longue. Si on se penche sur l'actualité de ces 2 dernières années à Grenoble, l'enquête est longue.
Donc pour l'instant, on s'en réfère à ce que la justice communique. Ouais, il y a eu d'autres incendies, effectivement, à Grenoble, notamment à l'automne 2017, qui avaient visé des gendarmeries, pas les moindres. Là, on voit la gendarmerie, le QG de la gendarmerie en Isère, avenue Léon Blum, qui avait été incendié, là aussi, en tout cas par une revendication qui venait de ces mouvements anarchistes, libertaires, et qui n'ont pas pour l'instant été identifiés. C'est toujours très compliqué sur les incendies de pouvoir mener à bout les enquêtes. En tout cas, en ce qui vous concerne, ils ont raté leur coup, puisque l'incendie a eu lieu dimanche soir et que moins de 24 heures après, France Bleu Isère était de nouveau à l'antenne. Moins de 24 heures. Quelques heures, oui. L'incendie s'est déroulé en pleine nuit, avant 3 heures du matin, et à 17h30, nous reprenions l'antenne, ce lien avec les auditeurs. Je ne sais pas si on peut parler de coup raté, parce que quand même, il y a un effet médiatique et la station est détruite. Donc si c'était le but a été atteint. Après, effectivement, on parlait de la vague de sympathie. Nous, ça nous a vraiment, on n'en doutait pas, mais vraiment permis de constater que France Bleu Isère est un média presque historique. On a 35 ans. Alors, on avait célébré nos 35 ans la semaine d'avant au summum de Grenoble. C'était une fête magnifique avec 2500 auditeurs et amis invités. Et une semaine après, l'actualité n'est pas du tout la même, mais il y a un lien fort. Voilà. Et si vous voulez, ce lien, il n'a pas vraiment été rompu parce qu'aujourd'hui, en 2019, il y a les réseaux sociaux. Et très, très vite, ceux qui nous écoutent et qui ne pouvaient plus nous entendre nous ont fait savoir par Internet, par Facebook, par Twitter, qu'ils nous soutenaient, qu'ils nous aimaient et que finalement, dès qu'on serait de nouveau sur la bande FM, ils reviendraient. C'est le cas, j'espère, en tout cas, à en juger par les émissions qui refonctionnent aujourd'hui. Et jusqu'à la fin de cette semaine, nous diffusons l'antenne iséroise seulement sur 6h-11h pour nous permettre de reconstruire après le dispositif technique. Et très vite, dès lundi, ça reprendra. France Bleu Isère sera iséroise dans sa totalité, comme la semaine dernière avant l'incendie. Mais ça nous a permis de constater que les gens nous aiment. Voilà. Mais quand même, quand on regarde les images, il y a quand même un sacré coup porté à notre média. Et oui, on a compris que vos locaux étaient inutilisables. C'est donc chez vos confrères de France Télé, France 3 à La Tronche que vous avez installé en urgence. On voit là les manips techniques pour réaménager un studio de radio. Alors, on est comme si nous étions en extérieur parce que France Bleu Isère, dans son histoire, c'est beaucoup d'émissions dans les locaux que vous avez vus sinistrés, mais c'est aussi beaucoup d'émissions en Isère, en direct du terrain, régulièrement, de manifestations ou d'événements que nous créons. Et pour ça, on a du matériel. On a des dispositifs pour réaliser des missions en extérieur. C'est ce dispositif, c'est l'un d'entre eux que nous avons installé chez nos confrères, chez vos confrères de France 3 Alpes, qui nous ont vraiment accueillis. Et je le dis parce qu'il faut le dire vraiment tout de suite, et avec beaucoup de gentillesse et de professionnalisme. Donc en fait, c'est comme si nous étions en direct de l'Isère pendant quelques temps. Ça risque de durer un peu, mais chaque jour, on fait tout le nécessaire. Et les équipes de France Bleu Isère qu'il faut vraiment saluer, équipe technique, les journalistes, les animateurs, les gens de la gestion, tous ceux qui font que la radio tourne au quotidien, font que finalement, le but, très vite, et on l'a presque atteint aujourd'hui, ce sera le cas la semaine prochaine, c'est que France Bleu Isère fasse du France Bleu Isère à nouveau, qu'on ne parle plus de cet incendie terrible et que nos auditeurs nous retrouvent et nous écoutent pour ce que nous sommes, une radio de service public, de proximité en Isère, avec ce lien fort au quotidien avec l'accent isérois. Quand je dis l'accent, c'est tout ce que ça englobe, la culture, la vie au quotidien, le service, les traditions. Voilà, enfin, vous savez autant que moi, puisque vous êtes un vrai Isérois. Tout à fait, et que les figures, beaucoup de figures de notre région sont à l'antenne sur France Bleu. On pense évidemment à Serge Papagli, mais ce n'est pas le seul à animer l'antenne de France Bleu. Ce provisoire, à France 3, on dit parfois que le provisoire dure. On a vu les locaux, on imagine qu'il va falloir des mois de travaux. Vous savez combien de temps Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Aujourd'hui, vous savez, l'incendie, c'était il y a quelques jours. Et en quelques jours, je mesure le travail effectué par les équipes de France Bleu Isère pour faire que nous puissions retravailler. Parce que nous parlons d'un studio de radio, mais autour, il faut des bureaux, il faut des ordinateurs pour travailler. Il faut des personnels qui puissent se poser quelque part. On a fait un peu de camping. On le fait de moins en moins, mais c'est très court, 3 jours. C'est vraiment pas grand-chose. Donc aujourd'hui, on est dans la phase on continue de réinstaller la radio, puis après, on se posera de la question de savoir combien de temps on va rester. Voilà. Mais comme on est bien accueillis, allez savoir. Vous parliez des 35 ans de France Bleu. La radio avait été créée le 16 décembre 1983 à Grenoble. Je crois que c'est Léon Zitrone, une grande figure de la télévision de l'époque,
qu'il avait inauguré. J'ai piqué un petit bout d'archives des premières émissions sur votre site. On écoute. Chaque jour, à l'heure du déjeuner, devenez notre témoin dans Isère et aujourd'hui. Nous chercherons ensemble le bon témoignage, l'événement, la situation de cette année X, Y ou Z. Nous attendons vos cartes postales avec vos coordonnées. Radio Isère, 10 rue Étienne Forest, 38 000 Grenoble et vos appels au 46 50 50. C'était encore l'époque où il y avait 6 chiffres pour les numéros de téléphone. C'est ça. Et c'était encore l'époque où on mettait en valeur les émetteurs, avec les fréquences sur les émetteurs. Vous avez remarqué que ça ne se fait plus beaucoup aujourd'hui avec les RDS dans les voitures et puis avec l'appli sur le téléphone. Même si 98.2, c'est toujours une des fréquences de France Bleu. Je regardais justement, parce que ça m'a fait plaisir de regarder les fréquences affichées et l'autocollant d'il y a quasiment 30 ans, plus de 30 ans, 35 ans. Les fréquences sont toujours les mêmes, les 3 fréquences essentielles. Pour le Nord-Isère, celle qui se trouve du côté du Pilat, 101.8. À Grenoble, c'est 98.2. Il y a 102.8 aussi. Et puis là, c'est Mont-du-Chat, 99.1. C'est pour la partie Grésivaudan. Grésivaudan et la Combe savoyarde. Oui. Voilà. Et Radio Isère est devenue France Bleu Isère avec l'évolution des années. On va parler d'un sujet que vous avez aussi beaucoup traité ces derniers temps sur France Bleu Isère, le projet d'aménagement de la 480. Samuel Morin et Serge Bouissy, vous faites partie de ces voix qui s'élèvent contre ce projet. Samuel, vous avez initié une tribune de scientifiques il y a quelques jours qui est parue chez nos confrères du Dauphiné Libéré pour dénoncer ce projet. C'était quoi l'objectif de cette tribune ? L'objectif, c'est avant tout de permettre à la fois aux lecteurs et puis à l'ensemble des acteurs du dossier de prendre conscience en fait de vraiment la dynamique qui était en marche et de vraiment prendre la mesure de ce qui était en train de se passer et que peut-être certains n'avaient pas encore bien réalisé. Et puis c'était aussi de dénoncer de notre point de vue de chercheur la façon dont finalement les choses ont été traitées depuis quelques années. Alors nous, en tant que chercheurs, on ne s'implique pas à ce titre-là dans les enquêtes publiques. Les citoyens le font, les associations le font, les collectivités le font. Et visiblement, tous les arguments scientifiques qui ont été portés à ces dossiers ont été balayés soit par des commissaires enquêteurs peu scrupuleux, soit par des autorités qui ont finalement considéré qu'en 2019, on pouvait se permettre d'élargir une autoroute à quelques dizaines de mètres d'habitations et de bâtiments publics et qu'on pouvait se permettre de finalement donner carte blanche pour continuer d'étendre le trafic automobile, puisque quand on élargit une autoroute, forcément, on augmente le trafic. Et qu'en 2019, ça nous paraissait absurde, vu l'évolution du climat, vu l'évolution sanitaire et vu finalement les engagements à la fois nationaux et locaux dans ce domaine-là. Alors, ce projet d'élargissement de la 480, c'est l'autoroute qui longe Grenoble entre le Drac et les quartiers Ampère, Beria, Mistral, pour aller un peu plus vers le sud. L'idée, c'est de faire passer de 2 fois 2 voies à 2 fois 3 voies pour fluidifier le trafic. On voit là sur cette simulation, c'est un des points noirs de l'agglomération grenobloise. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de journées sur France Bleu Isère où on ne signale pas des bouchons sur ce secteur. Donc ça part d'une bonne initiative de la part des pouvoirs publics de vouloir régler ce problème. En fait, moi, pour le coup, je ne fais pas partie des acteurs du dossier depuis très longtemps. Je n'ai pas participé à ces démarches depuis 2011, des premières concertations. Mon collègue Serge pourra en dire plus sans doute à ce sujet. Mais la fluidification du trafic à Grenoble, ce n'est pas quelque chose qui est problématique en soi. D'ailleurs, le réaménagement du rondeau fait à peu près consensus dans toute l'agglomération. Et en soi, ce n'est pas forcément un problème de réaménager le rondeau pour que ça soit un petit peu moins un point noir à l'avenir. Mais là, l'élargissement de la 480, ce n'est pas la même chose. C'est une extension, un élargissement qui est dimensionné pour 2 vraies 3 fois voies. Enfin, 2 vraies voies. Oui. Enfin, 2 fois 3 vraies voies. Plus la bande d'arrêt d'urgence. Donc dimensionné pour rouler à 80 km/h. Et donc, quelque part, c'est forcément une sorte d'aspirateur à trafic. Donc, fluidifier le trafic existant en améliorant le rondeau, ce n'est pas un problème. Et puis, de pair, il y a un plan de déplacement urbain qui est en cours de discussion, qui est en cours d'adoption et qui va être mis en œuvre. Donc, avec une diversification de la façon dont on se déplace dans la cuvette grenobloise. L'élargissement de la 480, c'est quelque chose qui vient en travers de cette démarche, puisque, quelque part, on facilite encore plus le recours à la voiture individuelle dans l'agglomération grenobloise. On facilite encore plus le transport, alors que des alternatives de type, finalement, on limite la vitesse à 70 km/h
Et donc, on n'a pas besoin d'élargir autant pour que le trafic soit maintenu à cette vitesse-là. Et éventuellement, on met une troisième voie en autopartage ou en covoiturage ou en transport en commun. Ça fait partie des hypothèses qui avaient été discutées de longue date. Et ce n'est pas du tout le projet qui a fini par être proposé et approuvé récemment. Vous pensez que cette augmentation des voies va augmenter mécaniquement le trafic Partout dans le monde où on a augmenté le nombre de voies des autoroutes, partout dans le monde, le trafic a augmenté. Il faut vraiment être très... je ne sais pas comment dire, il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination pour penser qu'à Grenoble, ça pourrait être une exception à cette règle. Un des arguments des promoteurs du projet, c'est de dire qu'à volume de voitures constant, si le trafic est fluide, ça pollue moins que les bouchons qu'on voit régulièrement sur ces portions de voies urbaines. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'élargir. Si on considère que le trafic est soit constant, soit on espère à long terme à la baisse, puisque ça fait quand même partie de la démarche de réduction de gaz à effet de serre et d'émissions polluantes. Il ne faut quand même pas oublier le monde dans lequel on vit non plus, du point de vue climatique. Mais si le but, c'est juste de fluidifier à volume constant, réaménageons le rondeau et puis redimensionnons juste la façon dont on répartit le trafic sur les voies existantes. Et quelque part, ce qui est un peu surprenant dans l'heure actuelle, c'est qu'on a entendu, suite à notre tribune entre autres, et puis du fait de d'autres événements, des engagements oraux de la part de certains responsables locaux qui disaient « mais si, c'est limité à 70 km/h, et mais si, il y a une troisième voie qui est pour le covoiturage ». Mais dans ce cas-là, le projet il n'est pas du tout dimensionné pour ça. Donc soit on dit c'est limité à 70 km/h, et dans ce cas-là, on reprend à zéro les études et on fait quelque part un aménagement à la marge qui est beaucoup moins coûteux et beaucoup moins absurde du point de vue de l'évolution climatique. Soit on assume que c'est vraiment une autoroute à 2 fois 3 voies limitée à 90 km/h qui est en construction. Et dans ce cas-là, il ne faut pas bercer les gens d'illusions vis-à-vis de l'usage qui en sera fait. C'est une vraie autoroute dans la ville. Et dans ce cas-là, il y a difficilement moyen de la rendre plus verte. Serge, vous habitez Grenoble, vous êtes opposé, vous aussi, à ce projet. Vous avez déposé un recours à l'automne dernier devant le tribunal administratif avec 3 autres habitants de Grenoble. Il y a eu depuis plusieurs événements, des marches pour le climat qui ont été organisées à Grenoble, où ce dossier de la 480 est ressorti. Vous sentez qu'au niveau de la population locale, il y a une prise de conscience sur ce sujet ? Oui, alors d'abord, je voudrais que pour tous les gens qui nous regardent et nous écoutent, dire que je ne suis pas pour les bouchons, bien sûr. J'habite Grenoble depuis 40 ans. J'ai une famille avec 4 enfants et 3 petits-enfants, dont la moitié sont un peu asthmatiques d'ailleurs, comme beaucoup d'enfants grenoblois. Donc j'ai vraiment à cœur de faire en sorte que les voitures ne stagnent pas à l'entrée de la ville. J'ai dû perdre, comme tous les Grenoblois, des dizaines ou des centaines ou des milliers d'heures dans les bouchons, comme tous. Donc je suis préoccupé de ça au premier chef. Donc si j'ai choisi avec 4 habitants grenoblois de déposer un recours, c'est parce que nous avons, en bons citoyens, participé aux enquêtes publiques. J'ai lu, en ce qui me concerne, des centaines de pages et dossiers techniques produits par les maîtres d'ouvrage pour me faire une idée, pour participer aux enquêtes publiques qui nous ont été proposées. J'ai été très critique après l'analyse technique de ces dossiers, dont j'ai pu observer qu'un seul projet nous était proposé sans pouvoir les comparer à d'autres. Et puis ce dossier contenait, selon moi, des aberrations et des anomalies qui méritaient d'être signalées. Donc j'ai tout à fait dans les temps, puisqu'on nous reproche d'arriver un peu tard sur cet événement. Moi, je travaille à titre de citoyen depuis 2 ans sur ce projet et j'ai utilisé tous les moyens qui étaient offerts pour m'exprimer. Vous estimez pas avoir été entendu, pas pris en compte ? J'ai eu le bonheur de voir, lorsque j'ai lu le rapport de l'autorité environnementale, un rapport d'experts fait par des gens qui sont proches du ministère de l'écologie et de la transition énergétique. J'ai eu le bonheur de voir que moi, simple habitant, j'arrivais à des conclusions qui étaient très proches de ceux qui sont polytechniciens, ingénieurs des mines et qui sont spécialistes de ces faits-là. Et je me suis dit, Serge, c'est terminé, tu as fini ton job, puisque même dans notre pays, il y a des gens qui sont bien plus compétents que toi, qui expriment à peu près les mêmes craintes, les mêmes critiques et les mêmes arguments en faveur d'une rediscussion de ce projet de A à Z. Donc là, je me suis dit, c'est terminé, on ne va pas aller plus loin. Bon, on a tous vu les résultats que nous ont été proposés par l'enquête publique, qui sont quand même un travail que j'ai jugé assez ridicule. Et d'ailleurs, on n'a pas eu besoin de le dire, puisque le commissaire enquêteur, par ses textes, c'est lui-même... Quelques formules malheureuses. A lui-même été très, très malheureux. Donc, il a été à l'origine de ses propres critiques.
Mais aujourd'hui, moi j'estime qu'il n'y a pas eu de débat public sur ce projet. C'est un seul projet qui est proposé aux Grenoblois et c'est ce projet sur lequel dont on doit hériter. Alors quand même, le bonheur, c'est qu'il faut dépenser 300 millions d'euros. C'est ça que les Grenoblois ne savent pas. C'est le budget global. Ouais. Non, il y a 300 millions d'euros qui nous tombent du ciel. Quelle chance! On devrait tous avoir la banane aujourd'hui. Mais pourquoi dépenser 300 millions d'euros sur 7 kilomètres? Pourquoi absolument vouloir couler 300 millions d'euros de bitume et de béton sur 7 kilomètres? Dépensons-en que la moitié, ça suffit largement pour absorber le projet qu'on veut réaliser du Rondeau depuis 2011, et on est tous d'accord, qui est le premier verrou. Et ensuite, comme le proposent les experts de l'État français, qui visiblement n'ont pas été entendus par les protagonistes locaux, c'est-à-dire résolvons le problème du Rondeau, dimensionnons en boulevard urbain avec les quelques 50 ou 100 millions d'euros qui nous restent, et puis remboursons à l'AREA les 100 millions d'euros de trop. Après tout, on nous a expliqué que ce n'était pas des philanthropes. C'est le commissaire enquêteur qui nous l'a expliqué. Eh bien, rendons-leur ces 100 millions d'euros. De toute façon, ils sont perçus sur les péages. Donc tout le monde serait content. Aujourd'hui, nous disposons de trop d'argent. À l'heure où tous les samedis, des gens n'ont pas d'argent pour finir leur mois, nous, on est en train de dépenser des centaines de millions d'euros en pure perte et pour l'inutilité, avec en plus... Et ça, c'est la couleuvre que les Grenoblois sont en train d'avaler. Il n'y a pas que dans le Drac qu'il y a des jolies couleuvres. La grosse couleuvre, c'est effectivement, on va se récupérer une autoroute urbaine à 90 km/h. Elle est dimensionnée pour ça. Et à 30 mètres plus loin, on roule à 30 km/h. Quelle coïncidence! Pourquoi on nous oblige à rouler à 30 km/h et 100 mètres plus loin à 90? On est donc dans un projet qui est complètement surdimensionné, invraisemblable, dont on va payer les conséquences, puisqu'aujourd'hui, toutes les autoroutes urbaines qui sont élargies de par le monde voient un phénomène d'aspirateur avec une augmentation du trafic. Donc ça, on n'y coupera pas, et je ne voudrais pas donner rendez-vous aux Grenoblois dans 5 ans. Bon, vous parliez du timing. Normalement, les travaux devraient commencer dans quelques semaines, février ou mars. Vous pensez que vos actions réciproques ont une chance de changer les choses ou c'est un baroud d'honneur ? Alors, en ce qui me concerne, nous continuons notre action sur le recours qui va se transformer en recours-suspension, puisque aujourd'hui, c'est l'urgence qui nous mène. Le dossier lui-même que nous avons déposé en septembre, dans les temps, je rappelle, nous avons fait notre action de citoyen dans les temps. Il ne reste plus que cette action devant la loi pour mettre en évidence que, selon nous, le fait que ça n'a pas été, la concertation publique n'a pas eu lieu sur ce projet. Il a eu lieu en 2011 sur le précédent avec le Rondeau, mais pas sur ce projet-là. Et c'est un projet qui nécessite un débat, parce que c'est un projet complexe, et il faut pouvoir expliquer aux gens ce qui va se passer. On a vu d'autres projets dans les starting blocks en Isère, comme le Center Park de Roibon, qui ne sont finalement pas sortis de terre. On verra si la 480 suit ce cours-là. Juste un dernier petit mot sur le positionnement de la mairie de Grenoble. On ne sait pas trop s'ils sont favorables, pas favorables à ce projet. J'ai juste remarqué que dans le conseil municipal de Grenoble, il y a des scientifiques qui travaillent sur le campus, notamment Fabien Malbé, par exemple, dans les sciences de l'univers. Il n'est pas signataire de votre appel, ça peut paraître surprenant ? Après, chacun se positionne en fonction de ses différents mandats, de ses différentes casquettes. C'est pas forcément facile non plus quand on a autant de chapeaux sur la tête. Là, l'enjeu de cette tribune, c'était vraiment de rassembler la communauté scientifique qui travaille sur le domaine environnement, climat et de manière générale qui est compétente pour pouvoir s'exprimer sur ces enjeux de transition énergétique, transition écologique. Et puis évidemment, tous les gens qui utilisent la démarche scientifique étaient les bienvenus pour nous rejoindre. Effectivement, dans tous les acteurs du dossier, on voit bien qu'il y a des questions qui nous échappent et des décisions qui échappent un petit peu à la logique et un peu à une certaine forme de rationalisme dans la façon dont la décision est prise. Donc ensuite, les différents acteurs, la métro, la mairie, les administrations, le ministère, on voit bien qu'il y a des jeux d'acteurs, et puis la REA, évidemment, qui sont difficiles à percevoir. Nous, sur l'enjeu de la tribune, c'était juste de rappeler quelques évidences sur le changement climatique à Grenoble, parce que dans 30 à 40 ans, à Grenoble, le temps qu'il fera en été sera quand même assez différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des engagements de la France en matière de réduction de gaz à effet de serre. Il y a une ambition affichée qui est très forte. Donc, je pense qu'il n'est pas trop tard pour que cette ambition-là, portée au niveau national et international, elle redescende aussi vers les territoires et que finalement, de mon point de vue, il n'est pas trop tard pour de prendre une bonne décision sur un dossier qui est pour l'instant assez mal engagé et qui est surtout très incohérent dans la façon dont il est communiqué. Aujourd'hui, il y a une communication de certains acteurs du dossier qui tentent de rassurer la population et qui essaie de nous rassurer nous aussi en disant non mais vous êtes trop pessimiste, vous vous rendez pas compte, en fait ce sera limité à 70, en fait la troisième voie c'est pour le covoiturage. En pratique le dossier c'est pas comme ça qu'il est écrit. Et mardi soir il y avait une réunion à la salle rouge avec le responsable de l'AREA qui est venu présenter la chose. Il n'a pas du tout dit
que cette autoroute serait limitée à 70. Il n'a pas du tout dit que la troisième voie serait pour le covoiturage. On attend une décision préfectorale, d'après ce que j'en ai compris. Et cette décision, si elle est prise, de limiter à 70, pour moi, elle devrait annuler de facto les travaux tels qu'ils sont dimensionnés. Il y aura une autre réunion publique d'ailleurs au mois de mars, le 7 mars, sur la même thématique. Donc on n'a pas fini de parler de ce dossier. Nous, on va finir cette émission en parlant d'un sujet qui n'est pas facile à traiter à la radio, mais à la télé, c'est plus simple puisque c'est une bande dessinée, La Cendre et le Trognon, première BD de Gwenaëlle Manac. Elle vient de sortir il y a quelques jours, cette BD. Vous étiez d'ailleurs la semaine dernière au Festival d'Angoulême, qui est un peu l'endroit où il faut être quand on est auteur de BD. Comment ça s'est passé ? C'était très, très sympa. C'est d'abord un événement festif où on retrouve un peu tous les gens du milieu et tout ça. Et puis ça permettait aussi de rencontrer les premiers lecteurs et les futurs lecteurs aussi. Alors la BD s'appelle La Cendre et le Trognon. C'est un titre qui pourrait faire penser à une fable de la Fontaine, un peu plus sombre peut-être. Peut-être. Alors ça n'a rien d'une fable de La Fontaine pour le coup. C'est plus trois récits de vie qui s'entrecroisent sur trois personnages qu'on va rencontrer quand ils sont tout jeunes et qu'on va suivre jusqu'à leur âge adulte. Et c'est un récit qui est un peu teinté de symbolisme et de surréalisme où j'essaie de parler de la manière dont chacun peut avoir à se construire, comment on se construit avec ce qui nous a été donné, l'héritage social et familial qu'on a pu avoir, et comment est-ce qu'on se construit en confrontant l'image qu'on essaye de construire de soi-même avec celle des autres et en se confrontant avec les autres. Et voilà. Ces trois personnages s'appellent Pauline, Okech et Sim, c'est des grands ados, on va dire. Vous êtes inspiré de Grenoble, de ce que vous connaissez de votre vie, ou c'est quelque chose complètement déconnecté de votre quotidien ? Je pense qu'on écrit forcément à partir de quelque chose, donc oui, je pense que j'ai écrit par rapport à ce que j'ai pu vivre ou les endroits où j'ai pu passer. Après, c'est pas nommément l'agglomération ou nommément des lieux dans lesquels j'ai pu vivre, c'est plus en sous-texte, je pense. On voit vos dessins, hein. Vous faites texte et illustration. Elle est faite à 100% par vos petites mains, cette BD. C'est ça. Du coup, ça permet de concevoir les dialogues et les images en quinconce, c'est-à-dire tout le temps en dialogue qui se répondent. Et je trouve ça assez important. Notamment, moi, je pense que j'utilise beaucoup de cases muettes, parce qu'il y a beaucoup de choses, surtout dans cette BD-là, qui passeront par les images. Beaucoup de symboles, beaucoup de métaphores qui sont seulement visuelles. Et du coup, pour ça, j'avais besoin de pouvoir faire se chevaucher les deux harmonieusement. Alors 2 ans de travail, je crois que c'est ça, à peu près ça, pour Plus sortir... ou moins, ouais. 1 an et demi de travail, les mains dans le cambouis, et puis après, autour, chercher un éditeur, démarcher. C'est compliqué de se faire éditer quand on débute dans ce milieu ? Oui, il y a beaucoup d'auteurs, ouais. beaucoup de dessinateurs, beaucoup d'aspirants. Puis après, il s'agit de trouver quelqu'un qui partage un peu notre vision et qui a un peu compris ce qu'on voulait faire, peut-être avant même que nous, on ait compris. Vous venez plutôt de l'univers graphique à la base, vous êtes plutôt illustrateur. Il y a même quelques fresques de vous qu'on peut voir dans Grenoble. J'en ai une petite, je ne sais pas si on a l'image. Alors c'est la seule. Hein, c'est la seule, bon. Ouais. Ça tombe bien. C'est une fresque qui est visible avenue Léon Blum. Pas loin de la gendarmerie, dont on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est sur l'ancienne maison des initiatives, je crois. Et du coup, c'était un mur qui a été mis à disposition par la ville et sur lequel, du coup, je me suis... Vous êtes lâché. Voilà. C'est très bien. Le street art est à la mode en ce moment à Grenoble. Puis, dernière petite image de ce que vous faites. Vous avez une palette assez large. Vous avez collaboré à la création d'un jeu vidéo qui est sorti en 2017. Human War, c'est son nom ? Post-Human War. Post-Human War. C'est ça. C'est un jeu de stratégie au tour par tour qu'on a fait avec des copains d'enfance, principalement de la Villeneuve. Et qu'on a fait à la Villeneuve, d'ailleurs. Parce qu'il y a des grands appartes. Et du coup, c'est ça. Il y a eu... pas loin en fonction des acteurs du projet, il y a eu pas loin de 6 ans de travail et il est sorti en décembre dernier. Post-Human War, on peut sur la plateforme Steam. Le télécharger, voilà, pour ceux qui veulent découvrir cet univers. Et puis, donc, cette BD, vous la dédicacerez à Grenoble ce samedi. C'est ça. À la librairie Café BD Fugue. C'est à partir de 14h et c'est sur réservation. Oui, parce qu'une dédicace de BD, ça prend plus de temps qu'une dédicace de roman, en général. Ouais.
Et puis du coup, on se prend au jeu aussi, on prend le temps de faire des petits dessins jolis. Eh ben merci Gwenaël d'être venu. Bonne continuation à tous les quatre. Merci. Nous, on se retrouve comme chaque jour demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.